Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le livre journal des historiens, dirigé par Philippe Conrad, assisté de Françoise Varlet. Cette émission est diffusée en direct le mardi 1er février 2011 de 18 à 21h, en différé le 2, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de l'émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et encore par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonsoir pour ce libre journal des historiens. Nous avons le grand honneur d'accueillir ce soir parmi nous Jean Raspail, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, à l'occasion de la réédition du Camp des Saints, le livre prophétique qu'il a écrit il y a maintenant près de 40 ans et qui, publié en 1973, prend aujourd'hui effectivement cette dimension prophétique et donné la situation que nous connaissons en Europe et particulièrement en France, en ce qui concerne ce que l'on appelle pudiquement les flux migratoires. Je rappelle pour sans doute les rares auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaissent pas le Camp des Saints, qu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un roman philosophique dans lequel un certain nombre d'acteurs, de personnages sont confrontés à l'invasion, à la submersion même, à l'arrivée sur les côtes européennes de toute une flotte de rafiaux et de bateaux divers débarquant des centaines de milliers jusqu'à 1 million de réfugiés venus d'un sud lointain, indéterminé, et qui vont s'installer au nom des principes de la bonne conscience, des bons sentiments, des droits de l'homme et de tout ce qui va avec, au nom de tous ces mythes incapacitants que nous connaissons bien et qui ont abouti aux situations que nous connaissons également aujourd'hui et vis-à-vis desquelles, on le sent, un certain frémissement s'opère dans l'opinion, mais à un moment que l'on peut considérer comme bien tardif. Outre Jean Raspail, nous avons parmi nous bien sûr Dominique Vénère, mais également pour la deuxième partie de l'émission, le prince Alexandre Troubetskoy, qui représente ici dans une large mesure ce qu'a été l'émigration russe blanche en France après la Révolution. Nous aborderons cette question au début de notre seconde partie. Nous avons également avec nous Jean-Pierre Arignon, que nos auditeurs connaissent également, grand spécialiste de la Russie, médiéviste à l'origine, spécialiste de Byzance, mais aujourd'hui grand spécialiste de la Russie à la fois sur le plan historique et géopolitique. Et nous aurons l'occasion, avec lui, le prince Troubetskoy et Dominique Vénère ensuite, d'aborder donc un certain nombre de grandes questions relatives à ce pays aujourd'hui en pleine mutation. Alors revenons d'abord vers notre premier invité, Jean Raspail, que je remercie d'avoir bien voulu participer à cette émission, et qui réédite donc Le Camp des Saints, un ouvrage qui a réalisé depuis maintenant encore, je le dis, près de 40 ans. Il a été publié en 1973, un parcours tout à fait étonnant, confronté à l'hostilité ouverte de certains, au silence écrasant et assourdissant de toute une partie de la critique ou de la presse, mais un ouvrage qui, en quelque sorte, sur la durée a tenu le choc, qui a rencontré un grand succès, notamment aux États-Unis, et qui a rencontré en tout cas de très très nombreux lecteurs. Et cet ouvrage, Jean Raspail le réédite avec une préface inédite, une préface dans laquelle, eh bien, je dirais dans une large mesure, au-delà du contenu de son roman, il y met très clairement les pieds dans le plat concernant la situation qui est celle de l'Europe et particulièrement de la France aujourd'hui. Mais avant d'approfondir cette question avec lui, je voulais simplement signaler à nos auditeurs ce qu'il nous dit lui-même dans sa préface, c'est qu'il avait écrit sur les rives de la Méditerranée cet ouvrage donc en 1972. On connaît le contenu de cet ouvrage, cette image de l'invasion provenant du sud de l'Europe. Eh bien, il se trouve qu'exactement au même endroit, en 2001,
c'est-à-dire donc 30 ans plus tard, nous avons connu l'épisode médiatisé des Kurdes débarquant venant d'on ne sait où sur ces côtes méditerranéennes à hauteur de Boulgris, exactement à l'endroit où Jean Raspail avait conçu et écrit Le Camp des Saints, ce qui est un signe tout de même tout à fait révélateur quelque part du caractère prophétique de cet ouvrage. Alors Jean Raspail, quand Le Camp des Saints paraît en 1973, quelle va être la réaction de la critique, la réaction du public? Quelle est la réception de l'ouvrage dans un premier temps? À ce moment-là, en 73, il ne régnait pas l'ambiance de terrorisme intellectuel qui a démarré assez vite après, d'ailleurs, sous Giscard d'Estaing. Et en plus, le problème de l'immigration et de l'arrivée massive des extra-européens ne sautait pas aux yeux encore à ce moment-là. Voilà. Il n'empêche qu'il y avait déjà, si vous voulez, pour parler gauche-droite, c'est plus simple, hein, il y avait déjà à gauche un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, d'écrivains, de personnalités qui sentaient les choses et qui immédiatement, comment dirais-je, comme les idiots utiles pour Lénine autrefois, se sont mis au service d'un envahissement qui n'avait pas encore véritablement eu lieu. Il se trouve qu'à la même époque, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu cette idée qui est venue comme ça en regardant la mer et s'ils arrivaient. En fait, j'avais pas du tout étudié le problème, il m'intéressait pas particulièrement. C'est quelque chose qui est venu, bon, peu importe, voilà. J'étais pas connu hein, à ce moment-là, ou peu. C'est à cela qu'on reconnaît le grand écrivain et le grand romancier Jean. Oui, mais c'est le premier romancier, un vrai roman que j'ai écrit, ça. Les deux précédents, je l'avais écrit 10 ou 12 ans ou 15 ans, j'ai oublié avant. Et il m'avait pas laissé un souvenir inoubliable, n'est-ce pas? Sauf qu'on en a réédité un récemment, c'est vrai. Mais, il est pas mal, mais enfin. On a bien fait, mais c'est une parenthèse. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est les Veuves de Santiago. Oui, mais c'était autre chose. Ça, c'est venu comme ça. Et, comment dirais-je, c'est une sorte de début d'une nouvelle vie et le début de comment dirais-je, de mon existence littéraire. Donc, j'étais peu connu, sauf des livres de voyage qui avaient eu du succès. Et il se trouve que Robert Laffont, l'éditeur, qui est propriétaire de sa maison à l'époque, a beaucoup aimé ce livre. Alors il en a été le promoteur, il s'est beaucoup démené, il a écrit personnellement à des libraires, il a essayé de convaincre des journalistes, et déjà à ce moment-là, comme toujours aujourd'hui maintenant, toujours pour parler gauche-droite, sans aucun mépris ni pour la droite ni pour la gauche, n'est-ce pas? Mais toujours pour parler gauche-droite, la presse était à 60 ou 70% de gauche, je parle du personnel, pas forcément des journaux, ce qui est le même cas maintenant. Alors, il y a eu, ça n'a pas fait un flop, mais ça n'a pas fait un triomphe, n'est-ce pas? C'était un livre, une sorte d'ovni, en fait. C'était une sorte d'ovni littéraire, ce machin. En fait, je peux en parler avec assez de détachement, si vous voulez, comme s'il n'était pas de moi. Parce que quand même, ça fait, comme vous le disiez, près de 40 ans que je l'ai écrit. Et je ne l'ai relu d'ailleurs qu'il y a 25 ans. Depuis, je l'ai relu quand même maintenant. Depuis 25 ans, je l'avais pas lu. Bon. Et il se trouve que ce livre est apparu juste à l'époque où les yeux commençaient à s'ouvrir aussi bien d'un côté que de l'autre, n'est-ce pas? Pour ou contre. Ça a commencé, voilà. Alors, il y a eu un certain nombre de journaux, pas beaucoup, qui ont descendu ce livre, comme, je sais pas, j'ai oublié l'Observateur, ça c'est quand même assez ancien, j'ai été obligé de regarder mes livres de presse pour m'y retrouver dans tout ça. Et à droite, j'ai été aussi esquinté, d'ailleurs, ça c'est normal, et quand même défendu par certains. Bon.
le livre qui devait faire, d'après Robert Laffont, Robert Laffont c'est un rêveur, qui devait faire un triomphe, n'a pas fait un triomphe. Il a fait 15 000 exemplaires, on avait tiré à 20 000, puis ça s'est arrêté là. Bon, c'était pas mal. Ben, il paraît. Oui, il paraît. Enfin, c'est pas mal d'auteurs et d'éditeurs qui non, mais attention, c'est pas un livre qui commence à faire un gros. Les livres qui font des grands chemins. Je parle pas forcément des best-sellers ordinaires, mais il y a d'excellents livres. Je parle, mettons, des Arts des Tartares, comme ça, qui est bien. Ça fait son chemin, mais avec beaucoup d'exemplaires. 15 000, on fait pas son chemin. Voilà, on fait son chemin chez certains qui sont initiés, si vous voulez, ou intéressés particulièrement au sujet et qui se mettent profondément. Et c'est précisément ceux-là qui se sont mis à faire marcher le livre, lequel, dès 74, il est paru en janvier 73, il me semble, et dès la fin de 73 avait disparu des librairies, sauf de celle de Jean-Pierre Rudin à Nice, que je cite ici parce qu'il a été le grand défenseur du Condessin. Et on s'est aperçu, les services commerciaux, avec une certaine surprise, que les ventes qui étaient complètement à plat, vous savez, un livre, vous le savez tous, vous avez écrit, vous savez bien qu'un livre, au bout de 4 mois, s'il n'a pas eu le gros succès, il disparaît. C'est un objet qui est presque mort. Voilà. Bon. Eh bien, le livre n'était pas mort, et on a aperçu des frémissements, les ventes qui augmentaient sans qu'on sache pourquoi. Voilà. Et c'est un certain nombre de gens, bon, je dirais pas toute classe sociale, mais enfin, de toute éducation, qui se sont mis à être les promoteurs de la vente du Condessin. Alors, je vais pas vous raconter ce que je raconte dans cette préface, qui, je vous le signale, s'appelle Big Other. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure de ça, j'imagine. Bon. Et il y a eu comment dirais-je, une renaissance complètement spontanée. Après, naturellement, les éditions Lafon ont pris le train en route, etc. Et au fil des années, il s'est établi un courant continu de vente de l'ordre. Je sais pas, moi, je sais plus mes comptes, mais enfin, je sais pas, mais mettons 5, 7 000 exemplaires par an. Comme ça. Oui. Voilà. Et puis la traduction américaine a beaucoup compté parce que les Américains ont sauté sur le livre dès 1974. Ils l'ont traduit, ils l'ont publié en 1975 et il a fait un énorme chemin aux États-Unis. Alors les États-Unis, ça entraîne évidemment un certain nombre de choses. C'est à ce moment-là que a commencé comment dirais-je, le choc entre eux et nous, si vous voulez. Hein? Voilà. Attention, il va falloir faire attention à ce qu'on dit, messieurs. Hein? Je sais bien qu'on ne va pas faire de l'auto-censure. Mais, voyez Zemmour, il y a des mots qu'on lâche comme ça, hein? Et comme les oreilles indiscrètes peuvent nous écouter éventuellement, surtout en ce moment, bon, on fait attention à ce qu'on dit. Voilà. C'est étrange. Alors j'étais convaincu que nous vivions en démocratie et dans un pays de liberté. Ah, mais ça n'a rien à voir, ça. Il y a toutes les libertés qu'on veut, sauf sur ce plan précis. C'est vrai, il y a toutes les libertés qu'on veut. Vous pouvez être pour ou contre l'euthanasie, vous pouvez être pour ou contre l'avortement, vous pouvez l'écrire, vous pouvez, il y a des tas de choses, quand même, qu'on peut écrire. D'ailleurs, en ce moment, le couvert de la marmite est quand même en train de sauter un petit peu. Hein. On sent que ça va péter. C'est-à-dire qu'on pourra dire beaucoup plus de choses dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans qu'on ne le dit maintenant. Moi, je ne m'occupe que de ce thème-là. Le thème du Condessin, c'est l'envahissement de la France, l'Occident, notamment de la France, par le tiers-monde. Envahissement pacifique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir en plus, au fait? Alors, j'ai remarqué que vous aviez eu des lecteurs un petit peu inattendus, puisque aux États-Unis, par exemple, le président Reagan, Samuel Huntington, en France, Alfred Sauvy, ce qui n'est pas rien. Oui. Non, surtout que Sauvy était de gauche. Oui. Et vous savez, ils sont pas tous, les problèmes démographiques. Ils sont pas tous malhonnêtes intellectuellement à gauche. Hein.
Pas tous, hein, non. À droite, il y en a. À droite, il y a des malhonnêtes aussi. Je pense qu'il y a les mêmes proportions. Ouais. Pas tout à fait quand même. Hein. Enfin, rien. Bon. Et oui, en effet, surtout que après on a fait une réédition. Quand on a vu que ça marchait, est arrivé 85. À ce moment-là, Mitterrand était au pouvoir depuis 4 ans. Hein. Sous Giscard, le terrorisme intellectuel a commencé. C'est pas Giscard qui l'a institué, naturellement, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se faire insulter partout dans les journaux. Et de façon beaucoup plus violente que maintenant. Mais c'est le même Giscard et son collègue Chirac qui ont réalisé le rapprochement familial et contribué massivement. Le rapprochement familial, c'est Giscard. Après vous avez Mitterrand avec sa célèbre phrase. Les immigrés sont chez eux, chez moi, quelque chose de genre. Mais si vous voulez, je pense, et puis après vous avez Chirac naturellement. Mais je pense que il me semble que j'en parle dans Bégozer, dans la préface, que les présidents de la République, je ne parle pas du dernier, pour le moment on le laisse en dehors, hein, ont été complices de l'acquiescement à l'arrivée de tout ce monde-là sans contrôle et à une modification, une métamorphose de la population. Ils ont été complices. Ce sont les chefs d'État, ils ont été complices, ils sont en charge de l'État de la France. J'ai dit que Giscard l'a été, mais par légèreté. Mitterrand l'a été. Mais c'est une complicité affectée, je pense. Je crois que Mitterrand pensait beaucoup plus droit que Chirac, en fait. Je n'en suis pas sûr. J'ai simplement... je sais qu'il a lu le Clandestin, je sais qu'il m'a écrit, mais d'après ce que j'en sais, c'est quelque chose qu'il comprenait. Il n'empêche qu'il a été parfaitement complice. Mais il utilisait... Et Chirac, c'est une complicité militante. Mais Mitterrand instrumentalisait le phénomène en termes de politique intérieure, parce que ça faisait monter Jean-Marie Le Pen, ce qui divisait la droite. En 85, je me suis dit, oh mon Dieu, ça remonte déjà loin, 85, ça fait quoi 25 ans, hein 26 ans. Je me suis dit, c'est le moment, après la fameuse phrase de Mitterrand, alors le débat, c'est même pas un débat, c'est un débat où il y a une énorme fanfare qui est celle des complices, si je puis dire, et puis une toute petite trompette qui est celle des rares types qui défendaient, enfin qui essayaient de prévoir que c'était une catastrophe qui nous arrivait dessus. Et donc, c'est en 85 qu'on a eu l'idée de refaire une édition comme celle-ci, si vous voulez, une nouvelle. Et c'est là que j'ai envoyé un certain nombre un lourd service de presse politique, et ce que j'ai refait d'ailleurs cette fois-ci. Et les réponses m'ont étonné. Oui, vous faites la liste des personnalités diverses qui ont réagi, c'est révélateur. J'ai acquis pas la conviction, mais l'impression assez désagréable qu'au fond, chacun dans son fort intérieur, que ce soit le brillant intellectuel, le grand ministre, ou même le chef d'État, ou simplement Marcel ou Josiane dans le peuple, hein, savent très bien ce qu'il en est, savent très bien où il en est, savent très bien ce qui nous menace, savent très bien ce qui va nous arriver, mais on n'en parle pas. Chacun dans sa conscience en est persuadé, mais dès que c'est en public, on ne le dit plus ou on dit le contraire. C'est ce qu'au fond, et c'est ce qu'on fait en grande partie, la plupart de nos hommes politiques. Et si vous voulez, pour sauter 25 ans, maintenant où on arrive, à mon avis, à l'avis de beaucoup d'autres d'ailleurs, où on arrive au tournant majeur maintenant, on peut encore éventuellement donner un coup de frein ou un coup d'arrêt, mais je vois pas ça possible du tout, mais enfin on pourrait. Après, on entre dans l'inéluctable, c'est-à-dire les prévisions démographiques que les démographes sensés ont tout bien prévu, mais se gardent de proclamer. C'est que dans les années, mettons 45, 2045, 2050, 2055, nous assisterons à un basculement démographique, c'est-à-dire que dans les zones urbanisées, pas toutes, mais une grande partie,
les plus urbanisées, la population active, c'est-à-dire, mettons, de 5 à 55 ans, sera à plus de 50% extra-européenne. Et à ce moment-là, en 2045-50, il n'y aura plus aucune possibilité de faire marche arrière. Donc si on peut encore faire marche arrière d'une certaine façon, ou au moins admettre que le problème existe véritablement, qu'il a dépassé complètement toute cette histoire d'intégration, de vie dans les cités, de violence, etc. Tout ça, c'est au-delà. Ce qui nous menace, c'est au-delà de tout ça. Parce que, au fond, c'est peut-être même pas la violence qui nous attend. Il ne faut pas croire complètement que si la population, en 2050, par exemple, de ce pays a changé, et qu'elle est à 50-50 Français de souche et Français extra-européens, il ne faut pas croire forcément que ça ne marchera pas. Le pays sera toujours là, il existera, c'est simplement qu'à l'intérieur, les habitants ne sont plus tout à fait les mêmes. Les façons de vivre, de penser en tout cas, ne sont plus les mêmes. Et cette sorte de comment dirais-je, de changement par six capillarité, absolument, et qui est relativement lent, si vous voulez, mais qu'on voit tous les jours. Eh bien, si au moins qu'on nous prévienne, au moins qu'on le dise, voilà. Alors, attention, moi je suis romancier, hein. Alors, il ne faut pas, à chaque fois que je dis ça, des journalistes, j'en vois quelques-uns en ce moment, il ne faut pas me demander, des messages, des solutions. Ça sort complètement, d'abord, de mon intelligence, de ma compétence, et c'est pas mon boulot. Je suis romancier. Donc, ceci est un roman, mais c'est un roman qui peut servir à quelque chose. Alors, on peut remarquer que la prise de conscience que vous appelez de vos voeux semble commencer à se manifester, si l'on en croit la presse, en l'occurrence le journal Le Monde d'hier soir, et les résultats d'un sondage selon lequel à peu près 60% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. On le dit maintenant. Ce qui constitue une grande première, une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus les cacher. Voilà. Les Français ont toujours pensé comme ça. Mais à mon avis, comme disait d'ailleurs Lévi-Strauss à la fin de sa vie, j'ai connu, pas intimement, mais enfin j'ai connu Lévi-Strauss puisque j'ai beaucoup voyagé, j'étais explorateur, je l'ai connu à ce moment-là, et il avait lu à peu près tous mes livres jusqu'à la fin, j'ai des lettres de lui, même juste avant sa mort. Bon, Lévi-Strauss, qui était un homme véritablement de gauche, hein, et avait, sur ce plan-là, vers la fin de sa vie, complètement changé d'opinion. Et lui qui était un défenseur de la diversité des civilisations. Quand on dit diversité, ça ne veut pas dire qu'on les mélange. Il y a une connerie monumentale avec l'emploi de ce mot diversité qu'on voit tout le temps. J'ai vu que le maire de Paris, sur les colonnes de pub, comment dirais-je, j'exprime ses vœux aux Parisiens, cette capitale de diversité et de respect. Tout ça, c'est de la tarte à la crème. La diversité, bien entendu, absolument indispensable. Ça, on s'emmerderait profondément dans ce monde si tout était pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les mélanger. Donc, Lévi-Strauss, qui était un défenseur acharné, moi, un petit peu aussi, d'ailleurs, j'ai écrit au moins 4 ou 5 livres sur ces problèmes-là, qui se souvient des hommes, etc. Non, Lévi-Strauss avait compris que toute civilisation qui ne se défend pas avec une certaine hostilité, c'est à peu près les mots de Lévi-Strauss, à l'égard de la civilisation qui s'y oppose, est morte. Alors, voilà. Bien sûr. Alors, il y a un thème dans votre ouvrage qui paraît tout à fait intéressant, c'est celui de Big Other. Big Other, on voit le clin d'œil au Big Brother de Orwell, évidemment, dans 1984. Alors, ce Big Other auquel nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Alors, je pense que tous les lecteurs ont lu 1984 d'Orwell, mais enfin c'est pas sûr. Hein. Mais Big Brother, c'est cette puissance occulte qui dirige tout, si vous voulez. C'est un système totalitaire de la pensée, qui est une chose qui s'installe un peu chez nous avec les moyens de communication moderne, etc. Et l'autre
Other, moi, Big Other, c'est l'autre, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autre? Vous entendez ça toute la journée. On vous dit, il faut l'accueil à l'autre, comme disent les évêques. Le regard à l'autre. Il faut l'autre, avec un grand A. C'est devenu un personnage omnipotent, omniprésent, et qui cristallise tout ce qu'il y a à son profit, naturellement, tout ce qu'il y a de généreux et tout ce qui vient de notre tradition de charité chrétienne, tout ce qui vient de notre bon cœur, tout ce qui vient de notre sensibilité, de notre gentillesse, de notre intérêt pour les autres et pas à l'autre. Moi, je fais une différence. J'ai beaucoup d'intérêt pour les autres, mais je n'ai aucun intérêt à l'autre. Vous voyez, là, il y avait quelque chose, les auditeurs comprendront ça. Donc, c'est other, ce type, other, l'autre. On passe son temps à entendre parler de l'autre. Alors, je me suis dit, c'est Big Other. Et Big Other a tout siphonné. Big Other, c'est une sorte de puissance qui est en train de régir, qui régit sur ce problème-là, sur ce thème-là, qui régit les consciences, la pensée, les médias, et qui immédiatement se met à rugir et vous insulter et vous traîner en justice dès qu'on ose s'exprimer différemment que Big Other et sa pensée dominante qui commence très légèrement à vaciller, c'est vrai, mais c'est pas fini quand même. Oui, une domination un petit peu chancelante. Si on Big Other. Je suis assez content de ma trouvaille, je peux vous dire. Ah oui, mais... Big Other. Non, c'est venu comme ça. Oui, une domination un peu chancelante si l'on considère les résultats obtenus dans certains pays d'Europe par certains partis à l'occasion de référendums populaires. Mais il faut pas mélanger non plus ça. Je sais bien, je ne pense pas... Bon, bien sûr que ces partis peuvent être utiles, mais je ne pense pas que c'est un problème politique. Si c'est un problème, pour ce qui est de nos dirigeants, c'est seulement un problème de volonté politique. Mais que ce soit un problème de politique, non. Ce n'est pas un problème de religion non plus. Ce n'est même pas, à mon avis, un problème de, comment dirais-je, d'agrément de vie, c'est-à-dire misère ou pas misère, etc. Il y a ça, bien entendu, dans tout ça. Mais c'est beaucoup plus, ça c'est le romancier qui vous le dit, c'est à la fois plus fort, plus pesant et plus confus. Il y a tout un ensemble de choses qui est en fait un choc de civilisation. Oui, vous ne voulez pas donner une importance trop grande à la dimension religieuse, ce qui est tout à fait compréhensible, mais dans votre préface, vous pointez quand même à la fin la part que prend maintenant l'islam. Je la pointe, oui, mais je vous signale que ce qui n'était pas être honnête, du tout le cas. Je l'avais pas vu venir, hein, bien en 73. Sûr, oui, en 73, ça n'apparaissait pas du tout dans votre livre. Hein. D'ailleurs, on ne situe pas qui sont les envahisseurs de manière très précise. Hein. On imagine des populations venant du Sud. En 1973, il n'y avait pas eu 1979. C'est-à-dire la révolution iranienne. La révolution iranienne avec toutes les conséquences. La dynamique qu'elle a engendrée, bien sûr. Dans la tactique assez diabolique de Big Other, il y a la campagne pour faire disparaître la notion de français de souche. Il y a eu énormément de choses là-dessus, mais de façon officielle. C'est sûr. Voilà. Et le dernier en date, c'est Éric Besson, qui était à ce moment-là chargé de l'immigration. Oui, c'est ça, chargé de l'immigration. Ouais. Encore, je ne porte pas de jugement sur lui particulier, mais qui nous a bassinés avec ça, avec des quantités de gens, comme Claude Allègre, par exemple, et des tas d'autres, mais des tas d'autres. Ou c'était Denis Jambard. Pour dire, il n'y a pas de Français de souche. Et il s'est permis, il y a un an, d'écrire un article dans le Figaro, que le Figaro avait titré... c'est voulu le Figaro, c'est une page opinion, il y a 5 colonnes, il titre. Bon, il n'y a pas de Français de souche. C'était signé Claude Allègre et Denis Jambard. Besson avait fait une déclaration avant. Dans le même sens. Bon. Mais c'est une ineptie monstrueuse. Et là, je m'efforce, en tout cas dans Big Other, de démontrer qu'il ne faut pas mélanger la diversité réelle française qui fait la richesse de la France. Mais ça, c'est la diversité
d'avant l'arrivée des extra-européens. Bien sûr que notre peuple a été formé par des Gaulois, des Romains, des Espagnols, des Vikings, des Juifs du comtat venessin, des Visigoths, des Allemands, des Polonais, des Roumains, tout ce que vous voulez. C'est fou. Il y a eu un brassage énorme, hein, au fil des siècles, mais qui est un brassage uniquement blanc. Je vais pas prononcer le mot de race parce qu'il faut pas faire ça. Hein. Voilà. Alors donc je me défends bien entendu d'avoir prononcé le mot race. Bon, mais quand même, bon, c'est De Gaulle l'a dit d'ailleurs. Dieu merci qu'il a dit ça, De Gaulle. Vous avez une superbe formule, Jean Raspail, dans cette préface Big Other. Vous dites, en parlant de tous ces Européens qui sont venus en France, vous dites, c'était l'Europe qui s'invitait chez elle. Ah oui, évidemment. C'est magnifique. Oui, peut-être. Bon, mais je vous remercie. Mais voilà, alors j'ai essayé qu'on fasse la différence, qu'on nous fiche la paix. Parce que il y a longtemps que ça dure, ce truc. Comment il s'appelait, cet homme politique qui était maire de Reims? Vous savez, de temps en temps, je dis... Comment? Bernard Stasi. Voilà. Bernard Stasi nous a emmerdés pendant des années en disant qu'il était immigré. Un Italien immigré, personne n'a jamais considéré, il peut y avoir des frottements, etc. Personne n'a jamais considéré un Italien comme un étranger, et les Polonais non plus. Et on a même voulu faire passer Montand pour un immigré. Bon, il était italien, d'accord, et ça tout le temps. C'est une erreur fondamentale, c'est une escroquerie malsaine, historico-sémantique. Voilà, c'est l'expression. Et là, j'ai cogné. Là, je veux dire que j'ai cogné. Voilà. Mais alors finalement, quand on lit cette préface, on en retire l'impression quand même d'un pessimisme qui pourrait être perçu comme un peu décourageant quant à... Écoutez, le romancier est totalement pessimiste. Quant à moi, je ne sais pas. Mais si vous voulez... Bon, on va pas parler de ça. On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vous signale que c'est comme ça que finit cette préface de Big Other. Il y a quand même une petite ouverture. Voilà. Tout à fait. Je ne sais pas. Oui, mais enfin, si on considère les faits, le manque de réaction, c'est vrai que ça commence à bouger un petit peu. Mais de là, est-ce que ça inverse la vapeur? On n'y est pas encore. Big Other a des fortes réserves. C'est quand même encore lui qui tient beaucoup de choses là-dedans, dans la tête, je veux dire. Parce qu'on est formaté. Je parle pas tant pour moi, mais finalement, on est quand même formaté. Vous tous, vous êtes formatés. Vous tous. Il y a des pensées que vous ne formuleriez pas aujourd'hui comme vous le formuliez il y a 30 ou 40 ans. Le vocabulaire a changé, on n'ose plus. C'est devenu automatique. Voilà, on est donc formaté. Alors, vous imaginez aussi, dans la dernière partie de votre préface, un scénario à travers lequel pourrait se maintenir en Europe un certain nombre d'isolats conservatoires de l'identité européenne. Si vous voulez, c'est une vision de romancier, mais en fait, peut-être qu'il y a et je n'en sais rien encore, je ne suis pas un expert, peut-être qu'à un certain moment, il n'y aura pas d'autre solution. Moi, je n'étais pas communautariste, voilà un drôle de mot d'ailleurs. Je ne suis pas tellement communautariste. Pourquoi? Si on était entre Français de souche, avec un nombre convenable, admissible d'extra-européens, tout se passerait très bien, n'est-ce pas? Bon, ça se passe pas très bien parce qu'il y en a trop, comme disait depuis qui tout le monde. C'est ça, votre sondage dont vous avez parlé là tout à l'heure. Bon, donc, comme disait Lévi-Strauss, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un réflexe puissant de défense. Et ce réflexe puissant de défense, à mon sens, ne pourra pas avoir lieu s'il n'y a pas, puisque l'État n'en donne pas l'exemple, s'il n'y a pas une sorte d'établissement spontané qui commence d'ailleurs un petit peu, si vous voulez, d'un communautarisme, appelons ça comme ça, j'ai pas trouvé d'autre mot, moi. C'est-à-dire que la nation française, de souche, avec un certain nombre de Français, non de souche, mais
qui sont, et il y en a quand même beaucoup, faut quand même pas les oublier. Il y en a qui sont français de cœur, qui sont aussi cultivés. Il faut pas les oublier, ceux-là. Hein. Non, à ce moment-là, si on veut tenir, il y aura une sorte de réflexe d'autodéfense communautaire. Voilà. Je n'en sais rien, je dis ça comme ça. Alors, nous avons des messages d'auditeurs qui semblent témoigner justement de cette volonté de résistance. Vous écoutez Radio Courtoisie et c'est le journal des historiens qui reçoit en ce moment, en première partie, Monsieur Jean Raspail. Un auditeur nous dit en 1973, Ordre Nouveau avait déjà manifesté contre l'immigration. Et un autre auditeur nous dit oui, la situation semble perdue, mais nous n'abandonnerons jamais. Vous avez beaucoup de fils qui continueront votre œuvre, Monsieur Raspail. Alors, je précise au passage qu'effectivement, le mouvement Ordre Nouveau avait organisé en juin 73 à la Mutualité un meeting contre l'immigration qui avait entraîné d'ailleurs des troubles importants du fait de la mobilisation gauchiste que cela avait entraîné et que ça avait valu d'ailleurs à Ordre Nouveau d'être interdit, au même titre que la Ligue communiste, exactement au même moment. C'est juste, mais ce ne sont pas les partis politiques qui sauront la mise. Bien entendu, c'est une façon de s'exprimer. Mais je me méfie, je commence, au début non, mais je me méfie maintenant de l'instrumentalisation des choses et des idées par les partis, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Moi, je les connaissais bien, enfin j'ai 86 ans, alors ce dont je parle, je sais. Alain Robert, c'est ça. C'était le leader voilà. Alors de nouveau, je sais. Et un truc là, ils font des coups. Ça n'enlève pas la conviction, mais je dis, ça reste dans le sein d'un parti. Vous comprenez? Donc, je veux pas dire que c'est pas sincère, que ça sert à rien. Je veux dire que c'est pas totalement pur. La réaction ne viendra pas. Les partis politiques qui sont opposés à ça, comme en Suisse par exemple ou ailleurs, oui, ça sert ça. Mais la réaction viendra profondément. Et à ce moment-là, les partis politiques ne feront que suivre. La réaction viendra du cœur de chacun. C'est ce qui commence d'ailleurs, peut-être en France, mais enfin, je crois que les Suisses, c'est vraiment... C'est pas politique qu'ils ont voté, ça vient vraiment de leur trip de Suisse des montagnes. Comprenez? Ils sont, voilà. Oui, mais la politique, parfois, ou certains événements politiques, certaines prises de position, certaines élections, les votations suisses, par exemple, ont un intérêt réel dans la mesure où elles révèlent quelque chose, où elles révèlent non pas ce que souhaitent les dirigeants des partis, mais où elles révèlent un écho, une, entre guillemets, prise de conscience nouvelle dans une population ou dans des populations. Et je trouve personnellement, en observateur, historien, observateur du présent, je trouve que en Europe, en ce moment, un peu partout en Europe, y compris en Europe du Nord, peut-être même surtout en Europe du Nord, Pays-Bas, Suède, Danemark, etc., on sent des frémissements qui se manifestent à travers des élections, par exemple. C'est en cela que la politique peut présenter un intérêt. On sent des frémissements à l'encontre de cette émigration extra-européenne. Alors, ça se fait sous des prétextes variés. Par exemple, réaction contre les signes extérieurs de l'islam, trop visibles, déplaisants pour les femmes, pour les hommes, etc. Bref, il y a le sentiment qui se développe d'une présence d'un big other qui est un peu trop big. Et ça, c'est nouveau. C'est une réalité dont peut rendre compte parfois
l'actualité politique. C'est en ce sens qu'elle est intéressante. Cela dit, au passage, on peut naturellement tirer son chapeau, ce que je fais moi personnellement, aux militants politiques qui, contre vents et marées, et contre l'adversité, et contre les dénonciations multiples dont ils sont victimes, continuent à s'exprimer et à exprimer ce que les gens, entre guillemets, eux, ne peuvent pas faire ou n'ont pas encore envie de faire. Vous avez raison, ça c'est vrai. Mais tous ces gens, et surtout en ce moment, il y en a qui viennent. Il y a des petits mouvements politiques pas très importants. Il y en a. Il y a des courants. Bon, ce qui est émouvant chez eux, c'est que c'est pas le programme de leur parti, c'est eux qui en ont marre. Ça vient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vient des tripes. Après, le parti marche. Mais au début, ce sont les tripes qui fonctionnent. Il faut dire que je suis certain que les tripes... moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des fœtus de gauche et des fœtus de droite. Bon, alors évidemment, il y en a qui ont changé, mais bon. Alors, il y a peut-être des fœtus de gauche et des fœtus de droite, mais dans votre préface, vous évoquez, tout à l'heure, vous en avez déjà parlé, mais c'est très intéressant comme phénomène. Vous évoquez le double langage de personnages publics qui sont soit hommes politiques, soit intellectuels, journalistes, écrivains, etc. Vous dites que, et vous citez des exemples, que publiquement, la thèse ou ce qu'exprimaient les sentiments exprimés par le camp des saints étaient vivement condamnés, et simultanément, ou presque, vous receviez une lettre des mêmes personnages vous assurant de leur compréhension. Il y a un très bon exemple que vous citez, qui est celui de Poirot-Delpech, qui était autrefois un collaborateur fort important du Monde. Oui. Et vous citez... Poirot-Delpech n'a jamais attaqué le camp des saints, il a fait silence. Je connaissais bien Poirot-Delpech, hein. Je l'apprécie assez. Il n'a pas attaqué le camp des saints, il n'a pas écrit d'article contre le camp des saints. Il a simplement, pendant 20 ans, fait le silence que le Monde a toujours fait à l'égard de ce livre, et à mon égard d'ailleurs. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Et il est sorti de son silence. C'est en effet une nuance importante. Ah oui. Il est sorti de son silence. Ouais. Alors, je signale dans ce que dit Poirot-Delpech, il signale l'inconscience des envahis et leur acquiescement à ce qui va les dissoudre. Une formule qui résume très bien la situation et qui est donc de Bertrand Poirot-Delpech. C'est un résumé du camp des saints, en quelque sorte. Mais oui, c'est un article sur le camp des saints. Alors, il est possible effectivement que ce soit des discours politiques qui puissent servir de révélateurs à un moment donné, mais d'une certaine manière, et c'est comme ça qu'il a été perçu à l'époque, moi je m'en souviens très bien quand j'ai découvert le camp des saints, c'était au tout début, en 73, il a été aussi un révélateur pour beaucoup de gens qui ressentaient un certain nombre de choses, qui se sont dit, tiens, voilà un romancier qui était effectivement pour nous inconnu, qui dit des choses et qui nous propose là une projection sur l'avenir qui est tout à fait intéressante. Mais il aurait fallu brûler Jean Raspail, mais avant. Mais ça, c'est l'action de Bigother les cervelles sont formatées, même les cervelles des gens intelligents. J'assure que c'est vrai. Et alors, il faut reconnaître, je le dis dans cette préface, il faut reconnaître que si les hommes politiques ou les intellectuels, il y a encore l'an dernier, maintenant, je vous dis, ça change un tout petit peu, mais avant, avaient dit en public ce qu'ils pensaient en privé. Alors, pardonnez-moi de me citer, et il me semble juste de le reconnaître en guise de circonstances atteignantes, que s'ils s'engageaient à rebrousse-poil face à la meute médiatique, showbistique, artistique, droits de l'hommiste, universitaire, enseignante, sociologue,
littéraire, publicitaire, judiciaire, gaucho-chrétienne, épiscopale, scientifique, psy, etc., et j'en passe, ils signeraient dans la minute leur condamnation à la mort civile. C'est déjà arrivé. Il y a un ou deux hommes politiques, je ne sais plus lesquels, qui ont prononcé un mot, et après ils ont été balayés. Et ça, c'est pas encore complètement fini. Alors là, l'écrivain, ça se balaye plus difficilement. Je veux dire, il n'y a pas de carrière politique. Il a... voilà. Alors, vous citez un certain nombre de journalistes également, aujourd'hui, courageux, qui contribuent à faire sauter la chape de plomb qui pèse sur tous ces débats. Je pense notamment à Yvan Rioufol, qui, dans le Figaro tous les vendredis, maintenant, réalise un tir de barrage régulier sur tous les mythes incapacitants qui sont maniés par tous les champions de l'immigration. C'est un homme dont j'ai beaucoup d'estime pour lui, dont le raisonnement ni la pensée n'ont pas été tordus. Il n'empêche que il est d'une honnêteté parfaite, je veux dire. Il ne se laisse pas aller par des mouvements d'animosité ou de haine personnelle ou quoi que ce soit. Yvan Rioufol, c'est un entomologiste qui regarde le fourmillement des choses et qui vous décrit ça, à sa façon d'ailleurs, qui est assez étonnante d'ailleurs, parce que et d'ailleurs il est apprécié de tous les bords, parce qu'il est le seul à dire ça. Il le fait remarquablement et en évitant tous les pièges. Un coup de chapeau pour Yvan Rioufol. Alors, nous avons des messages d'auditeurs que... Un auditeur, quand on me parle des autres, je réponds, mais ce ne sont pas les nôtres. Et une auditrice, ne pensez-vous pas que l'assimilation passe déjà par le choix d'un prénom français? On a le cas de c'est un effort qu'on peut faire, je trouve, oui. Mais c'est un effort c'est-à-dire qu'il y a des prénoms qui ne sont pas positivement français. On peut très bien porter un prénom danois. Je ne sais pas, moi, des choses de ce genre. On peut s'appeler Vladimir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il y a des quantités de choses. Avec nous, à travers sa photographie. On voit tout de suite si le prénom a été donné sous forme d'agressivité ou pas. C'est bien évident, ça. En tout cas, c'est un effort qu'on peut faire si on veut passer la barrière. Mais Vladimir, c'est européen. Oui, c'est-à-dire que on peut c'était pas la France au sens étroit, d'ailleurs. Vous le comprenez très bien. Dans le camp des saints et c'est pas commode maintenant parce que comme comment dirais-je les noms de baptême, autrefois les prénoms venaient de saints, que ce soit de l'Église catholique ou de l'Église orthodoxe ou de la Bible ou tout ce qu'on veut. Maintenant, les familles ne s'attachent plus beaucoup à ça. Il y en a encore beaucoup qui s'attachent, mais ils peuvent s'appeler, comme à la Révolution, vous savez, on les appelait Kléber ou je ne sais plus quoi, d'autres, et maintenant on leur donne n'importe quoi. Les prénoms des feuilletons américains. On s'écarte là. Alors, je profite du fait que nous avons avec nous Jean-Pierre Arignon, donc spécialiste de la Russie. Nous avons évoqué là avec Jean Raspail la question de l'immigration en Europe. Nous savons quelle est l'ampleur de ce problème, les débats qu'il entraîne chez nous. Que se passe-t-il de ce point de vue en Russie? Quelle est l'attitude des autorités publiques? Quelle est la réalité des flux migratoires? On peut se poser la question puisque l'on sait que la Russie connaît une crise démographique depuis plusieurs années. C'est intéressant de savoir ce que, au niveau de ce grand pays voisin, les dirigeants ont pu décider ou favoriser en termes de politique. Bien, effectivement, pour la Russie, les cas est un peu différent, puisque on sait tous qu'à partir, disons, de la chute du communisme et jusqu'aux années 2000, le pays a traversé une phase la plus dramatique de son histoire, avec un nombre de morts considérable, une chute démographique vertigineuse, une désespérance totale, ce qui fait que ça s'est traduit ipso facto par une baisse démographique majeure qui était jusqu'à remettre en cause la capacité de la nouvelle Russie à se régénérer.
Et donc, par conséquent, l'immigration a été d'abord perçue en Russie comme une sorte de compensation à une démographie qui s'effondrait. Alors, ça s'est traduit comment ? D'abord, ça s'est traduit, et il faut bien mesurer les problèmes, ça s'est traduit d'abord par l'accueil des populations russophones de l'ex-empire, entre guillemets, qu'était l'URSS. Vous savez tous que dans tout l'espace de l'ex-URSS, des populations russes avaient émigré, cette fois-ci, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, notamment dans tous les pays de l'Asie centrale. Et il y a eu d'abord un repli, un retour de ces populations vers la Russie. Donc, première phase, si vous voulez, une sorte d'appel à revenir. Et aujourd'hui, le président Dmitri Medvedev continue d'ailleurs à demander aux Russes de revenir et que la Russie est capable aujourd'hui de les accueillir. Donc il y a une ouverture vers ces populations russes émigrées pour des raisons X et qui reviennent. Premier élément. Émigrés dans l'espace soviétique, dans un espace qui était à l'époque unifié. Ensuite, ces gens-là, eh bien, un certain nombre, et notamment alors des populations, disons, autochtones, mais venant des régions du Sud, que ce soit du Caucase, que ce soit d'Asie centrale, ont purement et simplement elles-mêmes émigré. Émigré pourquoi ? Parce qu'il y avait du sous-emploi en Russie et que la Russie était demandeur de main-d'œuvre. Et on s'est retrouvé à Moscou, par exemple, c'était tout à fait caractéristique, et ça existe toujours, un endroit, une sorte de place, une sorte de place de grève, où des travailleurs viennent chercher un travail qu'ils trouvent assez facilement dans le bâtiment, dans tout ce secteur-là. Le résultat a été que ça a produit une sorte de dysfonctionnement majeur. Pour une raison très simple, c'est que ces hommes ou ces femmes, et surtout ces hommes qui venaient travailler là, n'avaient pas de papier, donc n'ayant pas de papier, ils n'avaient pas le droit de résidence, n'ayant pas le droit de résidence là, ils n'avaient pas les soins, et il a fallu trouver des solutions. Et le président Poutine, il était alors président de la Fédération de Russie, donc en 2003, il a fait procéder à des régularisations d'un type particulier. C'est-à-dire que les forces de sécurité encerclaient les lieux de travail. C'est-à-dire qu'en pleine journée, en pleine occupation, lorsque tous les ouvriers étaient sur le chantier, ils faisaient encercler le chantier et ils procédaient à l'audition de tous les travailleurs et ils leur remettaient des cartes de travail. Et ceci, il l'a expliqué plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'il disait que ces populations-là, dans la tradition héritée du monde soviétique, ne se seraient jamais présentées à un commissariat de police ou à une quelconque enquête. Mais il valait mieux les prendre sur leur lieu de travail et là leur donner immédiatement des papiers de résidence qui leur permettaient de travailler. Donc vous voyez, dans le cadre de la Russie, le problème est un peu différent. Et puis vous avez l'autre cas, le dernier cas de la Russie qu'il faut bien voir, c'est le cas chinois. Le cas chinois, la Russie a fait appel à des travailleurs émigrés asiatiques parce qu'elle n'est pas en mesure de construire les pipelines qui doivent desservir et ravitailler la Chine en pétrole ou en gaz. Il a bien fallu là trouver une solution et ils ont instauré la carte verte, l'équivalent de la carte verte des États-Unis, pour installer des travailleurs chinois à durée au moins limitée, mais des travailleurs chinois légalisés qui venaient construire ces pipelines. Je pense qu'une comparaison est
extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, entre la situation qui est celle de la Russie et celle de l'Europe occidentale. La Russie a une autre histoire, avec des flux de population qui n'ont rien à voir avec ceux de la constitution de l'Europe occidentale. Et les problèmes qui se posent à la Russie aujourd'hui sont, à mon sens, totalement différents de ceux qui se posent à l'Europe occidentale. L'Europe occidentale a une autre histoire. Le fond de sa population a été constitué depuis des époques les plus anciennes, depuis l'Antiquité, avant même, pour une grande partie de l'Europe, avant l'histoire écrite, avant l'écriture. Ce sont les mêmes populations qui, avec quelques variations, peuplaient nos territoires et les peuplent toujours, avec, à travers le temps, les variations de nouvelles nationalités qui se sont constituées, de langues qui se sont constituées, etc. Mais un fond de population qui était relativement homogène et qui était toujours le même et qui est resté le même jusqu'à cet événement historique, unique, sans équivalent pour l'Europe. Les équivalents, on les trouve ailleurs. Mais sans équivalent pour l'Europe avant cette immigration extra-européenne qui commence dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais là, je voudrais dire quelque chose, et je le dis en historien qui observe attentivement le présent et qui s'efforce d'interpréter les événements et qui s'efforce d'interpréter les résultats, c'est-à-dire pourquoi la France et l'Europe, car l'Europe occidentale est au même point que la France. La France n'est qu'un aspect de ce que subit le reste de l'Europe occidentale avec l'immigration. Pourquoi l'Europe a-t-elle subi ce phénomène alors que, par exemple, dans un monde identique, avec les mêmes problèmes de migration de population, le Japon, lui, refuse l'immigration. Comment se fait-il que le Japon ait refusé l'immigration et comment se fait-il que l'Europe, elle, ait non seulement accepté, mais par la voix de ses dirigeants au sens large, ait favorisé l'immigration et voulu l'immigration. Comme le disait, j'écoutais Jean Raspail lisant une séquence de sa préface où il évoquait toutes ces forces, tous ces ensembles qui poussent à l'immigration. Ce n'est plus un président de la République, ce n'est plus un homme politique, c'est tout un ensemble, c'est une société qui dans ses milieux dirigeants, dans ce qu'on peut appeler son oligarchie, qui agit politiquement, intellectuellement, économiquement, culturellement, etc. C'est l'ensemble des milieux dirigeants qui a poussé à l'immigration. Et non seulement ce sont les milieux dirigeants français ou européens, mais il y a eu des incitations qui venaient d'ailleurs. On sait très bien que, par exemple, les États-Unis ont été extrêmement favorables et sont extrêmement favorables à l'immigration. Et on sait très bien que les instances américaines favorisent aujourd'hui, en France et ailleurs en Europe, les communautés maghrébines et les communautés musulmanes. Pourquoi ? Alors là, ça vaudrait la peine d'entamer une réflexion, mais qui nous mènerait sans doute ailleurs et trop loin. Bref, en prison. En prison, avec certitude. Ce qui me paraît le point important, c'est que ce phénomène n'est pas seulement français, il est européen. Il n'est pas le fait
de quelques dirigeants politiques, il est le fait de tous les milieux dirigeants qui, pour des raisons, un mélange, de raisons perverses ou de stupidité, les deux pouvant s'associer, ont favorisé cette immigration. Et la raison profonde, à mon sens, c'est que dans la deuxième partie du XXe siècle, en raison de ce que l'Europe a subi au XXe siècle, l'Europe n'est plus maîtresse de ses choix. Sa vision des choses, ses orientations lui sont dictées d'ailleurs. Longtemps, ce fut dicté par deux puissances, les deux grandes puissances dominantes de la deuxième partie du XXe siècle, les États-Unis et l'URSS. De façon tout à fait imprévue, l'une de ces deux puissances, en 1991, l'URSS a disparu. Personne ne le prévoyait. Tout le monde croyait que le communisme allait durer éternellement. Il a disparu. Et nous voyons aujourd'hui, curieusement, et je crois que c'est intéressant comme phénomène, nous voyons aujourd'hui la deuxième puissance ébranlée. Et je crois que les Européens auront tout à gagner à l'avenir à cet ébranlement de la deuxième ou de la seule hyperpuissance d'aujourd'hui, qui ne joue certainement pas favorablement par rapport à l'Europe, qui est certainement hostile foncièrement, non pas au niveau de tel ou tel personnage. Il y a aux États-Unis d'innombrables Américains qui se sentent européens de cœur ou intellectuellement. Mais en tant que puissance, c'est une puissance qui a ses obligations, qui a ses choix, et ces choix ne concordent pas avec ceux de l'Europe. Et l'Europe subit, c'est mon analyse ou mon sentiment d'historien, l'Europe subit les conséquences de ce choix de la très grande puissance. Et si la grande puissance est fragilisée, et nous en voyons des signes ces jours-ci dans ce qui se passe en Égypte, et là je m'avance en tant qu'historien observateur du présent, je pense, quant à moi, que cet ébranlement de la grande puissance américaine sera favorable à un réveil européen et à un réveil de la conscience européenne, et à un réveil donc de la perception de Other, du Big Other, la perception de l'autre qui n'a pas sa place en tant qu'envahisseur, qui aurait sa place comme invité, mais qui n'aurait pas sa place en tant qu'envahisseur. Je crois que ce réveil se produira et qu'il sera favorisé par des événements extérieurs, favorisé par un tas d'autres choses aussi. On ne peut rien prévoir, l'avenir n'est pas prévisible, mais on peut néanmoins observer des signes. On peut observer des phénomènes qui bougent. On observe que nous sommes dans un monde qui bouge et cela me paraît intéressant. Jean Raspail doit nous quitter maintenant. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté de venir à notre émission. Je rappelle donc la réédition de son livre aux éditions Robert Laffont, un Incandescent augmenté d'une préface extrêmement consistante et particulièrement riche. Merci beaucoup, Monsieur Raspail. À bientôt. Alors nous avons quelques messages d'auditeurs que je vais vous lire. Même Georges Marchais en 1980 s'était manifesté contre l'immigration en approuvant l'action d'un maire communiste qui avait fait détruire un foyer Sonacotra. Oui, ce qui lui fut évidemment vivement reproché. Mais il est vrai que le parti communiste était le parti, certes, se posait comme le parti de la classe ouvrière, mais il s'agissait effectivement de la classe ouvrière française. Et ce qui étaient les banlieues rouges jadis, effectivement, ont quelque peu changé d'allure aujourd'hui. Alors, donc, nous avons d'autres courriers.
Oui, un auditeur qui s'indigne que l'on considère que l'immigration, dans certaines presses, que l'immigration est un pactole pour la France. C'est ce que l'on peut lire dans le Courrier international. Donc, bon, évidemment, ça laisse songeur. Alors, un auditeur qui remarque qu'il est tout à fait normal que pour diverses raisons économiques, culturelles, il y ait des mouvements de population, ce qui n'est pas une raison pour adopter, pour que les gens, pour que les immigrants adoptent la nationalité du pays dans lequel ils s'installent ou ils travaillent. À ce propos, d'ailleurs, je voulais poser la question tout à l'heure à Jean-Pierre Arignon. Qu'en est-il de la nationalité en Russie ? Droit du sol ou droit du sang? Voilà un point juridique que vous n'avez pas abordé, peut-être. Je crois que c'est le droit du sang. Alexandre On va Troubetskoy. aborder un autre sujet tout à l'heure, Oui. qui est un événement qui s'est passé cette année, à l'occasion du 90e anniversaire de l'exode de l'armée blanche, et j'ai assisté à un pèlerinage au cours duquel ce sujet a été abordé. Nous aborderons tous les autres aspects de ce pèlerinage après. J'ai été étonné par la réunion autour d'une table ronde. Nous étions à peu près 60 Russes issus de l'immigration et plus de 200 Russes venant de Russie à cette table ronde. Tout le monde n'était pas présent à cette table ronde, mais la question qui s'est posée, c'est qui sommes-nous ? Donc les Russes se posent la question, qui sont-ils? Alors, ils sont russes? Non, on ne peut pas, parce que le Tatar dira qu'il n'est pas russe. On est russien, mais bon, ça ne plaît pas beaucoup. Ou on est russisant, ou je sais pas en termes le mot russe, rassiski, ou rassiyagne. Alors, ils tournaient autour de ça, cherchant une identité, et que j'ai compris comme étant une recherche d'un mot qui s'apparenterait à soviétique, tout en n'étant plus soviétique, puisque l'Union soviétique n'existe plus. Alors c'est un problème où on a eu une confrontation, parce que nous, autres issus de l'immigration, on leur a dit ce problème, on ne se l'est jamais posé. Nous, on s'est toujours senti russes, intégrés en France, c'est un autre problème, et fiers de l'être d'ailleurs. Mais on ne se posait pas la question, et parmi nous, il y avait des gens d'origine arménienne, caucasienne, etc., qui se dit, quand on leur demandait qui êtes-vous, ils commençaient par dire nous sommes russes. Nous sommes russes géorgiens, nous sommes russes ukrainiens, mais russes. Alors c'est une question qu'ils se posent et à laquelle ils n'ont pas de réponse aujourd'hui. Alors, si vous me permettez, vous avez, Prince, tout à fait raison d'évoquer ce problème, parce que ce problème est relativement récent, puisqu'il faut savoir que jusqu'en 1991, les Russes n'existaient pas. Sur les passeports, il y avait marqué soviétique. Pour ceux de Russie, et seuls les Ukrainiens, c'est-à-dire les républiques intégrés dans l'URSS, avaient une nationalité qui leur était propre. Dans le passeport, il y avait les deux. Oui. Ils étaient citoyens soviétiques et en dessous, ils pouvaient être russes, arméniens, ukrainiens. Mais la Russie, les Russes sont devenus russes à partir de 91. Alors là, on leur a mis sur les passeports nouveaux, c'était marqué russe. Mais évidemment, comme vous l'avez fort bien dit, le problème de la Russie, c'est que c'est un pays multiethnique, c'était un empire avec des composantes multiples et variées, et que le mot russe, aujourd'hui, pose problème parce qu'il englobe tous les habitants de la Fédération de Russie. Je rappelle que nous sommes à l'écoute de Radio Courtoisie, émission Le Libre Journal des historiens, dirigé ce soir par Philippe Conrad, et insensiblement, nous sommes passés de la première partie de l'émission où nous avions comme invité Jean Raspail à la deuxième partie de l'émission qui va être consacrée à la Russie, avec comme invité le prince Alexandre Troubetskoy et le professeur Jean-Pierre Arignon. Alors oui, nous allons maintenant nous pencher sur le cas de la Russie, et pour aborder cette question,
nous allons nous interroger sur un aspect souvent oublié, c'est ce qu'a représenté l'émigration russe blanche, hein, en l'occurrence, notamment en France. Et à cette occasion, nous allons revenir sur une manifestation, un colloque qui a eu lieu à Moscou il y a quelques semaines, où était présent notre ami Dominique Vénère. Un colloque justement qui posait la question sur l'exode russe comme le résultat d'une catastrophe nationale. Qu'a représenté cet exode russe après 1917 et que représente aujourd'hui ces communautés russes qui sont présentes en divers pays, notamment en France, où ces Russes blancs ont été nombreux, pour la Russie d'aujourd'hui, qui évidemment a vu sa nature totalement changer à partir de 1991. Alors je me tourne là évidemment vers Alexandre Troubetskoy, qui est ici le porte-parole justement de cette émigration russe blanche. Qu'a représenté d'abord cette émigration, je dirais en volume. Combien de Russes sont venus s'installer en France? Combien sont partis de Russie du fait de la Révolution, approximativement? Et qu'a représenté l'émigration russe vers la France, où des liens particuliers unissaient la Russie à notre pays? Bon, en ce qui concerne, si on parle de chiffres, on a cité des chiffres tout à fait fantaisistes qui allaient de quelques centaines de millions de centaines de mille à des millions. Je crois qu'il faut ramener le chiffre à une proportion assez raisonnable. L'armée blanche du sud de la Russie, en gros, est partie avec des familles et les unités qui ont été réparties à Lemnos, au Gallipoli ou ailleurs, et ça ne représente. Et ensuite se sont retrouvés en France, en Yougoslavie, en Bulgarie et partout, avant d'aller aux États-Unis également. Bon, je dirais quelques centaines de milliers, mais pas plus. Donc en France, quelques centaines de milliers. Alors souvent la France a été une étape. Oui, une étape. C'est ça. Alors, qui est resté ou qui n'est pas resté? Bon, je préfère plutôt que donner des chiffres précis, dire que, par exemple, rien que dans Paris et sa région parisienne, on pouvait dénombrer une trentaine de paroisses orthodoxes russes. Ah oui, une trentaine de paroisses en Paris et la région parisienne, quand même. Oui. On parlera aussi maintenant qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent, mais ça c'est un autre sujet. Et ces Russes, quel est l'accueil qu'ils ont reçu dans la France des années 1920-1930 en France? Il était très variable. Mon père me disait que, bien entendu, tout d'abord, tous leurs diplômes ou leur enseignement n'étaient pas reconnus. Donc la France avait besoin de main-d'œuvre après la Première Guerre mondiale. Elle avait aussi reçu cette manne de gens intellectuellement d'un certain niveau, mais il y avait aussi des gens venant de la paysannerie et du monde ouvrier. Mais les médecins ne pouvaient pas être médecins, les avocats ne pouvaient pas être avocats, les ingénieurs étaient bons pour travailler sur les chaînes de fabrication. Je prends l'exemple de mon père qui était à la fois militaire et aussi juriste. Il a travaillé pendant 40 ans comme chauffeur de taxi, parce qu'il fallait d'abord vivre, et ensuite, j'ai l'épopée des taxis russes. Chauffeur de taxi russe, voilà. Évidemment, c'est l'image classique. Ils arrivaient dénués de tout, il fallait se nourrir leur famille, et ils ne pouvaient pas reprendre des études, etc. Donc, nombre d'entre eux Pourquoi les taxis? Parce que quand on est chauffeur dans sa propre voiture, on est son propre patron, quelque part. C'était déjà un avantage par rapport à celui qui était sur les chaînes de Renault. Voilà. Oui. Et alors, cette émigration russe, donc, qui est partie vers la France ou vers l'Europe occidentale, elle s'y est installée, elle y a prospéré. Et vis-à-vis du régime soviétique, donc qui a duré 70 ans, elle est restée bien sûr dans une posture d'opposition, de rejet d'un régime qui avait entraîné les catastrophes que l'on sait.
Comment va-t-elle réagir à partir de 1991 ? Quel est le regard nouveau qui va être porté sur la Russie, d'abord de Helsinki, ensuite de Poutine? Est-ce que cette émigration russe, elle participe, elle adhère, je dirais, au sentiment dominant véhiculé par les médias chez nous, qui est un sentiment plutôt critique vis-à-vis de la Russie d'aujourd'hui? Bon, tout à l'heure, vous m'avez présenté comme étant un porte-parole de l'immigration russe. Justement, j'aurais bien voulu l'être. Malheureusement, tout n'est pas aussi clair que je le souhaiterais. Globalement, l'immigration russe a bien entendu vécu en gardant un profond respect pour ses sources russes, ses racines russes, un profond respect pour le pays d'accueil. Donc voilà, on appelle ça une intégration réussie en France, c'est ça. Mais en même temps, elle vouait une haine sans faille au régime soviétique bolchevique. Donc on vivait en même temps dans un espèce de patriotisme, pas une espèce, un vrai patriotisme russe, et en même temps une haine contre le système instauré dans notre pays d'origine. Alors, comme tout le monde, personne ne croyait qu'un jour le système tomberait. Il est tombé comme un fétu de paille tout seul. Et là, la question s'est posée. Mais qu'est-ce qu'on devient là-dedans ? Alors, bien entendu, il ne faut pas oublier que nous sommes déjà les générations suivantes. Moi, j'appartiens à la deuxième génération, puisque c'est mon père qui a émigré, mais ma mère aussi. Mais il y en a qui appartiennent à la troisième, quatrième génération. Ils ont reçu leur éducation en France, en Allemagne, en Belgique ou ailleurs. Ils sont complètement intégrés dans les pays qui les ont formés. Ils sont fiers de vivre et appartenir à ces pays, ce qui n'est pas toujours le cas avec certains nouveaux émigrés dont on parlait tout à l'heure. Mais en même temps, le problème se pose. Alors, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Russie ? Et là, il y a plusieurs divergences. Il y a l'incrédulité. En disant, bon, le régime est tombé, mais c'est peut-être blanc extérieurement, mais rouge à l'intérieur. Donc il y a des gens qui n'ont jamais accepté que la Russie ait changé, ou soit en train de changer. D'autres étaient plutôt en position d'observation. J'ai été de cela, mais en même temps, avec une envie de rendre à la Russie au moins la mémoire de ce que nos parents nous ont transmis. Bon, nos parents n'ont pas pu revenir en Russie. Par notre présence, d'abord, nous rendons à la Russie leur mémoire. Il y a eu un certain nombre de livres, un certain nombre d'éditions, d'albums de photos, de choses comme ça qui ont été faits. Et on considère que l'exemple de l'immigration, qui a su conserver ses sources où qu'elles soient, il y a des exemples énormes, comme par exemple le drapeau russe tricolore, qui a toujours flotté au cimetière de Mourmelon, dans le cimetière du corps expéditionnaire russe. Même en période soviétique, c'était le drapeau russe aux trois couleurs qui était là. Et nous pensons que c'est un message que nous devions passer à la Russie, et nous le faisons comme nous le pouvons. Il semblerait que la Russie commence depuis quelque temps, à percevoir ce message. Donc, alors là, pareil, nous avons assisté avec Dominique Vénère à un colloque, j'ai assisté à d'autres choses que je citerai tout à l'heure. Mais ce colloque était très révélateur. Pouvez-vous peut-être dire un mot de ce qu'elle était le but de ce colloque ? Oui, je le dirai absolument. On s'est posé la question, est-ce que nous sommes manipulés par la Russie, blanche extérieurement mais rouge à l'intérieur ? Et il y a comme des signes dangereux, comme une certaine dévotion à la mémoire de Staline. On peut en parler séparément. Ou alors, est-ce qu'ils sont prêts à écouter nos messages ? Donc, est-ce qu'ils sont en train de nous manipuler ou est-ce qu'ils sont en train de nous entendre ? Voilà la question qu'on peut se poser. Et moi, je suis persuadé que
que nous avons la chance de nous faire entendre. Ils veulent ou ils veulent pas, c'est leur problème. Alors, ce colloque a été aussi un très révélateur pour vous, Monsieur Vénère, puisque vous avez tout à coup été invité par un institut russe qui est un institut qui appartient qui travaille au service du gouvernement. C'est un peu l'équivalent de l'IFRI, c'est les études de recherche de la défense, etc. Un institut qui épluche dans le monde entier tout ce qui se dit sur la Russie, qui analyse ce qui se dit sur la Russie, et qui passe les messages au Kremlin, comme ça doit se faire dans tout pays vis-à-vis de ses gouvernants. Eh bien, ces gens-là organisent tout à coup un colloque pendant 2 jours sur la tragédie de la guerre civile, la tragédie de l'immigration, une catastrophe pour la Russie. Dans la discussion que j'ai eue en aparté avec le directeur de son institut, qui est un général, croyant, orthodoxe, mais général, des renseignements, issus des renseignements soviétiques. Je lui ai dit, mais vous ne prenez pas des risques d'organiser un truc pareil? On va vous le reprocher un jour. Et il m'a répondu, il me dit, il faut bien que quelqu'un commence. Alors vous avez assisté, malheureusement, nous on écoutait en direct puisqu'on parle russe, vous aviez une interprète qui vous a aidé autant qu'elle pouvait, elle va bien. Mais vous avez été pénétré de cette ambiance. Mais cette ambiance n'était pas là. J'étais stupéfait. Ouais. J'étais stupéfait parce que j'ai entendu pendant je suis resté une journée et un grand nombre d'intervenants, et notamment le président de cet institut, qui a fait un long exposé, discours de présentation, qui, pour le Français que j'étais, avec tous les souvenirs qui étaient les miens d'opposition au communisme et à la Russie, était vraiment renversant. En substance, corrigez-moi si ma vision des choses est inexacte, en substance, j'ai retenu d'abord, il s'adressait aux participants en raison du thème qui était celui du colloque. Le thème était « Qu'est-ce que la mémoire de l'émigration russe peut apporter à la Russie d'aujourd'hui et à la reconstruction de la Russie d'aujourd'hui ?» C'est déjà extraordinaire d'avoir fait un tel choix. En soi, c'est un choix fondamental. Ça signifie que c'est la mémoire de l'émigration blanche, c'est-à-dire de l'ancienne Russie, qui doit pénétrer la Russie d'aujourd'hui pour permettre à celle-ci de se reconstruire. Moi, Français, écoutant cela, j'en avais presque des tremblements en ne pouvant pas imaginer l'équivalent dans mon propre pays, ou au contraire, dans mon propre pays, ce qui est prêché notamment par les puissances officielles, c'est la négation de notre mémoire et la négation de notre passé. Et voici qu'en Russie, qui il y a 20 ans encore était communiste, le discours s'est inversé du tout au tout, et cette Russie d'aujourd'hui a le désir, pour se reconstruire, de retrouver l'héritage de son passé profond. N'est-ce pas en soi quelque chose d'admirable et d'extraordinaire? Ce n'est plus en Russie que l'on fait du passé table rase.
C'est plutôt chez nous, n'est-ce pas, au vu des derniers développements. C'est vrai, nous avons évoqué avec Dominique Vénère qu'on aurait bien imaginé un tel colloque sur la guerre de Vendée, par exemple. Est-ce que c'est possible en France ou sur la terreur de 93 Non. Oui, voilà. Nous avons invité Solzhenitsyn en Vendée. Nous avons eu l'occasion d'évoquer l'épisode il y a peu. Le plus intéressant, c'est que ce n'est pas un phénomène unique. Les Russes ont choisi cet anniversaire de 90 ans de l'exode de l'armée blanche du sud de la Russie. Mon père a participé à cet exode en tant qu'officier blanc. Pour faire plusieurs actions de ce genre-là. La plus spectaculaire a été une croisière pèlerinage. Ils ont affrété un navire sur lequel ils ont embarqué, donc on était à peu près 300 personnes, invités, tout frais payé, c'est pour le petit détail. Donc, d'où immédiatement des réflexions, on vous fait ça pour vous récupérer. Mais cette croisière pèlerinage est allée d'abord à Bizerte, là où a atterri la flotte russe. Le dernier drapeau. Voilà. Elle est allée à Malte, là où l'impératrice douairière est arrivée en premier lieu, Mariam. Elle est allée à Athènes. On a eu une cérémonie extraordinaire dans ce qui reste du cimetière, qui a été d'ailleurs mis à mal par le régime des colonels, le cimetière russe. Et bien entendu, on s'est retrouvé à Lemnos et Gallipoli, c'est là où ont été parqués les restes de l'armée blanche, mais pas seulement, y compris des familles, des enfants, qui ont été un véritable enfer vivant, parce que les conditions de séjour étaient très mauvaises, et d'ailleurs, c'est pas toujours à la gloire ni des Anglais, ni des Français qui les ont hébergés. Il s'agit là de l'armée du général Wrangel. Voilà. On est allé à Constantinople, où on a été reçu à la résidence de l'ambassade, qui fut le QG de Wrangel, où se trouve aujourd'hui, en plus, une petite chapelle où il y a eu un office et un monument à la mémoire des marins russes blancs qui avaient péri dans le Bosphore, sur un des navires qui était parti avec la flotte. C'était un sous-marin, d'ailleurs. Ouais, et on s'est retrouvé à Symbole, au Symbole, le premier, Sébastopol, d'où est parti l'exode. Mon père est parti de Sébastopol. Il y a eu d'autres points de départ, mais voilà. Donc une organisation de ce voyage qui est quand même le témoignage de l'intérêt porté par la Russie d'aujourd'hui à ce passé. Ça rappelle l'épisode où l'on avait vu les honneurs rendus au général Dénikine et également à sa fille Marina Gray. Ouais. Alors j'étais présent donc à cette croisière, j'étais présent à cette conférence, mais il y a eu aussi une table ronde à Moscou sur le même sujet, un office religieux à Moscou à la mémoire des victimes russes. Il y a eu un autre office religieux à l'ambassade russe en France, et c'est le primat de l'église russe hors frontières qui officiait. C'est un symbole en soi. Il y a eu des cérémonies à Sébastopol et le tout a été largement rediffusé dans les télévisions russes. Très bien. Alors je crois que nous arrivons à la coupure de 7h30. Nous allons retrouver nos auditeurs dans quelques minutes, donc pour continuer à parler de la Russie. Voici un message de Jean Raspail, écrivain. Chers amis de Radio Courtoisie, savez-vous que grâce à Jean Ferret, voilà que vous représentez aujourd'hui dans ce pays deux éléments essentiels et apparemment contradictoires, une arrière-garde et une avant-garde. On bataille à Radio Courtoisie dans un style très cavalerie légère, on ferraille pour la défense de nos antiques vertus françaises, ça c'est l'arrière-garde. Et en même temps, avec intelligence, ne soyons pas modestes, et aussi avec une très sûre anticipation, on se sert de ces mêmes armes pour éclairer nos compatriotes à travers toutes ces mêlées truquées où la France de demain se cherche sans se trouver. Et ça, c'est l'avant-garde. Peut-être même l'avant-garde de l'avant-garde. Mais pour cela, il faut que notre radio vive. Les grosses machines financières, ça a toujours été dans notre camp. La vraie droite, le pays réel, ce que nous sommes, ont toujours manqué cruellement d'argent. C'est à notre honneur, mais tout de même, il y a des limites.
C'était un message de Jean Raspail, écrivain. Soutenez Radio Courtoisie, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou rendez-vous sur radiocourtoisie.net. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur le bouquet satellite CanalSat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.fr. Merci de passer la soirée en notre compagnie à l'écoute de Radio Courtoisie. Tout à l'heure à 21h, dernière diffusion du bulletin de réinformation de ce matin. Le rendez-vous suivant à 21h30 en direct pour le libre journal de la nuit très tôt de la France courtoise dirigé par Yves Tarantic. Et en fin de soirée, comme chaque jour, les nuits musicales. En compagnie de Sandrine, vous entendrez les symphonies berlinoises de Carl Philipp Emanuel Bach sous la direction d'Armut Henschen. Et puis tout de suite, toujours en direct, la seconde partie du libre journal des historiens dirigé par Philippe Conrad. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.